Et donc, depuis l'Égypte, nous allons maintenant basculer, comme je viens de le dire, beaucoup plus à l'est, dans le plateau iranien, en accueillant, on en est très heureux, Jacob Dahl, qui est professeur d'assyriologie à l'université de Oxford, après être passé notamment par Copenhague, Los Angeles, Berlin, et puis Paris, où il a pu notamment travailler au département d'Antiquité orientale sur les textes proto-élamites, dont il va maintenant vous parler beaucoup mieux, avec cette conférence qui va de Uruk, en Asie du Sud, à Suse, sur le plateau occidental iranien, l'ouest du plateau iranien, donc sur le fait de déchiffrer le proto-élamite. Merci beaucoup. Malheureusement, je vais devoir m'exprimer en anglais. J'en suis désolée. La traduction est disponible si nécessaire. Je vais commencer par quelques mots généraux sur le stade auquel nous sommes arrivés en termes de déchiffrement. Au cours des 2 dernières décennies, la plupart des propriétaires de collections ont compris la nécessité de diffuser toutes leurs données dans l'espace public. Simultanément, il est devenu plus facile et moins cher de produire de nouvelles et meilleures images de textes anciens. Mais nous n'avons pas seulement un meilleur accès à une meilleure technologie, on a aussi de nouvelles méthodes. Alors que les générations précédentes s'appuyaient sur des index statiques, par exemple, nous pouvons exploiter maintenant notre corpus numérique. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle révolution potentielle dans l'étude des textes anciens et de l'art ancien. Nous sommes désormais en mesure de marquer les images et d'utiliser l'apprentissage automatique pour présegmenter les données visuelles et nous serons bientôt en mesure d'exploiter les données de nos images, ouvrant ainsi de nouvelles voies de recherche. Ici, dans cet exposé, j'exposerai d'abord ce qu'on savait des textes archaïques, c'est-à-dire fin du 4e, début du 3e millénaire en provenance de Mésopotamie, avant la découverte des tablettes proto-élamites, pour évaluer ce que les chercheurs de Suse étaient censés savoir les premières écritures d'Asie occidentale, avant d'examiner les premiers travaux sur les textes archaïques mésopotamiens, principalement ceux d'Uruk. Je décrirai ensuite le changement de cap qui s'est produit lorsque le déchiffrement du proto-cunéiforme et du proto-élamite est passé du domaine des assyriologues traditionnels au domaine des historiens des mathématiques, travaillant avec des spécialistes de l'écriture ancienne et des assyriologues. Enfin, je parlerai des travaux récents ou en cours, avant d'aborder le sujet dont tout le monde veut entendre parler, à savoir le déchiffrement linguistique potentiel du proto-élamite. Je pense qu'aucune discussion sur le proto-élamite ne peut commencer sans quelques mots sur la définition du proto-élamite. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, il est important de noter le nom proto-élamite est simplement une construction par Vincent Scheele, qui croyait que les élamites avaient leur propre système d'écriture, tout en parlant en chanite. Bien sûr, c'est incorrect. Les élamites écrivaient principalement en cunéiforme et aujourd'hui, nous appelons leur langue l'élamite. Les groupes ethniques n'inventent pas des systèmes d'écriture adaptés à leur langue, c'est un anachronisme. Bien sûr, il y a des exemples de cela au cours des derniers siècles, quand les systèmes d'écriture ont été invités, par exemple pour les Cherokees et autres peuples similaires, mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionnait dans l'histoire, dans le passé. Le proto-élamite a été largement emprunté au proto-cunéiforme et s'est ensuite développé indépendamment, dans une certaine mesure, avant de disparaître. Le proto-élamite ne véhicule pas fondamentalement la langue parlée, il ne s'agit pas d'un système de communication. Cela ressort non seulement de la structure des textes, mais aussi du fait que le signaire n'a jamais été normalisé. Si on en juge par la complexité des textes de Suse, l'ampleur de l'économie qui est enregistrée, la dépendance avérée du proto-élamite vis-à-vis du proto-cunéiforme mésopotamien et la proximité de Suse avec le sud de la Mésopotamie, le proto-élamite a probablement été inventé, entre guillemets, à Suse. Le corpus proto-élamite est important comparé à d'autres corpus non déchiffrés et anciens. On a plus de 1700 textes et fragments retrouvés à Suse seulement, et actuellement, on a un corpus de plus de 10 000 lignes de texte.
Mais on va commencer par les premiers jours des études cunéiformes, quand l'écriture de la bibliothèque néo-assyrienne d'Assurbanipal a été déchiffrée. Et on va examiner comment les chercheurs, les savants, ont traité les tout premiers textes archaïques disponibles pour la recherche. Les fouilles de Nippur d'Hermann Hilsprecht dans les années 1880 et celles de Girsou d'Ernest de Sarzec dans les années 1870 ont produit des corpus de textes en sumérien, une langue déjà connue par les textes savants de la bibliothèque d'Assurbanipal. Mais les deux premiers textes archaïques à être connus sont ce qu'on appelle des monuments bleus. Alors on a souvent prétendu que c'était faux, que ces documents inhabituels sont aujourd'hui désormais considérés comme authentiques et appartiennent à un groupe exclusif de textes mésopotamiens archaïques sur pierre. Les monuments Blau ont été publiés pour la première fois par William Hayward, après les avoir vus dans la maison du docteur Blau, un médecin, marchand et collectionneur qui vivait dans le sud de l'Irak dans les dernières décennies du XIXe siècle. Ward a pu photographier des objets, discuter de leur relation avec les textes cunéiformes alors connus, affirmant que les figures sont similaires à celles de certains objets de Tello, mais que l'écriture était antérieure et, je cite, « elle n'a pas encore dépassé le stade des hiéroglyphes ». Fin de citation. Lorsque la tablette de Walters et la tablette d'Hoffmann ont été publiées pour la première fois, les connaissances sur le cunéiforme ancien avaient augmenté, s'étaient enrichies notamment avec la publication des recherches sur l'origine de l'écriture cunéiforme de Thureau d'Angin en 1898 et Barton a pu traduire une partie des textes de ces deux tablettes. À la fin des premières campagnes à Girsou, Thureau d'Angin, donc sont publié l'ouvrage dont je viens de parler, les recherches sur l'origine de l'écriture cunéiforme, toujours très utile. La première liste de signes cunéiformes anciens sont ainsi publiés. Et Thureau d'Angin a pu montrer comment les signes cunéiformes de la fin de la période présargonique, ainsi que ceux de l'époque Gudea de Lagash, étaient précurseurs des signes cunéiformes ultérieurs, connus à partir des corpus croissants de textes du premier millénaire avant Jésus-Christ. Les trois autres grands corpus de textes archaïques mésopotamiens, de Farah, Jemsan Nasr et Uruk, n'ont pas été publiés avant la fin des années 1920-1930 et aucune liste de signes archaïques n'était disponible avant l'étude de Thureau d'Angin en 1927, avec environ 30 textes. Telle était donc la situation lorsque Jacques de Morgan, en 1897, entame des fouilles à Suse, dans le sud-ouest de l'Iran, un site qui allait produire le premier grand corpus de textes archaïques. Ces fouilles, qui font l'objet de romans, laissent malheureusement trop peu de place à l'imagination. Jacques de Morgan, un ingénieur minier français devenu archéologue, avait négocié un accord avec le Shah d'Iran pour procéder à des fouilles à Suse et à d'autres sites de l'ouest de l'Iran. Un accord qui lui donnait tous les droits sur ses découvertes. Alors il entreprend de fouiller Suse, sans trop se soucier de la stratigraphie réelle, avec un œil attentif à la stratigraphie imaginaire qui, selon lui, révélerait les principaux développements de la longue histoire de l'humanité. Et après une étude du monticule de l'Acropole, en creusant des tunnels sur les côtés, Morgan entreprend d'y fouiller l'ensemble du monticule. Et en une dizaine d'années, plus de 1000 ouvriers ont retiré du monticule de l'Acropole de Suse des vestiges des 5000 dernières années et découvert d'innombrables objets anciens. De quoi remplir un musée. L'épigraphiste de Suse, le père Vincent Schill, dont on a parlé hier, compare les textes nouvellement découverts avec d'autres premiers exemples d'écriture d'Asie occidentale, notamment un sceau avec les signes d'Indus, également trouvé à Suse, et la tablette de Walters dont j'ai parlé. Schill conclut que le plus ancien est le sceau avec des signes de l'Indus, car il estime que les signes sont vraiment hiéroglyphiques et donc très anciens. La deuxième place revient à la tablette de Walters, car ces signes sont considérés comme hiéroglyphiques. Et troisième place, les tablettes proto-élamites, car il estime que les signes étaient déjà cunéiformes et plus abstraits.
En fait, le sceau de l'Indus est le plus récent des trois objets comparés par Schill. Et la tablette de Wolster est probablement même plus jeune que les tablettes proto-élamites, bien que là, on ait du mal à dater. Vincent Schill publie près de 800 premiers textes proto-élamites, quelques décennies après la première découverte. Et bien que la qualité de ses dessins était généralement bonne, un ensemble d'erreurs systémiques apparaissent déjà dans le travail sur le proto-élamite. Schill ne publie pas souvent le revers des tablettes, même si elles étaient aussi inscrites, et il ne copie jamais les bords supérieurs des tablettes, qu'elles soient inscrites ou non. Pour le déchiffrement des textes administratifs, la présence ou l'absence d'un total au revers résume des informations qui figurent sur le recto de la tablette, si je puis dire. C'est une information cruciale. Les inscriptions sur le bord supérieur peuvent détenir la clé d'un système primitif de notation du temps proto-élamite. Peu de temps après les fouilles de Girsou, Schill est donc naturellement en train de suivre les traces de Turreau d'Angin et produit une liste de signes proto-élamites, liste à laquelle est annexée la première publication substantielle des textes proto-élamites. Et comme Turreau d'Angin, il ajoute à certains d'entre eux des équivalences cunéiformes du premier millénaire. Il choisit d'ajouter des formes de signes néo-assyriens qui serviraient alors vraisemblablement de clés pour trouver ces signes dans la liste de Turreau d'Angin. Ces comparaisons sont infructueuses et comme on peut le voir sur cette planche, Schill n'a pu suggérer que des parallèles de signes cunéiformes à quelques-uns des signes proto-élamiques et la plupart du temps c'est faux. Voilà. En fait, ce n'est qu'avec les fouilles d'Uruk et les fouilles contemporaines de nombreux sites anciens dans le sud de l'Irak, dans les années 20 et les années 30, que la chronologie des premiers stades de la culture cunéiforme devient plus certaine. Et avec elle, la chronologie des textes archaïques. L'équipe allemande, sous la direction de Julius Jordan, a mis au jour les premiers vestiges archéologiques importants d'une ville archaïque à Uruk. Ce sont de grands bâtiments, ils offrent la preuve évidente de l'existence d'un État antique, complexe et stratifié, avec des découvertes textuelles qui viennent étayer cette interprétation. Alors, il y a eu l'édition de 600 premières tablettes d'Uruk, provenant pour la plupart du niveau stratigraphique 4. Adam Falkenstein prouve ainsi la relation linéaire entre les signes de texte archaïques des strates 4 et 3 d'Uruk et les signes cunéiformes ultérieurs. Il en tire une chronologie de textes archaïques des sites de Mésopotamie méridionale et il discute du lien entre le proto-élamite et les textes archaïques d'Uruk, en déclarant, je le cite, « Je pense qu'il est possible qu'à Suse, inspirés par l'écriture babylonienne, les gens aient commencé à créer leur propre système d'écriture à la période Jemdat Nasr. L'idée de l'écriture n'a sûrement pas été inventée deux fois dans ces deux pays voisins qui vivent en échange constant. » Fin de citation. Falkenstein souligne aussi le manque d'informations linguistiques dans les textes archaïques. Et enfin, il prouve que la majorité des textes étaient des textes administratifs. Ainsi, il met fin aux premiers travaux sur le proto-cunéiforme. Comme les textes ne révélaient pas immédiatement des faits historiques ou littéraires, ni des données linguistiques, peu sont les assyriologues qui ont pris la peine de travailler sur ces textes à la génération suivante. Englund écrit en 1998, je cite, « Étant donné qu'à quelques exceptions près, aucune séquence de signes, même aucun groupe de signes ne semblait correspondre à des séquences de signes qui, dans les textes ultérieurs, représentaient un sumérien parlé, la contribution des premiers assyriologues au déchiffrement du proto-cunéiforme prend fin. » Fin de citation. Falkenstein n'a pas non plus publié l'essentiel du matériel textuel des premiers niveaux d'Uruk, où des tablettes et des fragments archaïques continuent d'être fouillés jusqu'en 1976. Cette tâche est confiée à Hans Nissen et en 1964, 2 ans avant la mort de Falkenstein, il commence à cataloguer toutes les tablettes, les fragments archaïques retrouvés à Uruk. Ce projet s'appelle le projet Uruk de Berlin, déménage de Nissen à Berlin et on réussit finalement à publier ou aider à la publication de presque tous les textes mésopotamiens archaïques connus. Le projet Uruk de Berlin
jette ainsi les bases de toutes les recherches ultérieures sur le proto-cunéiforme, ainsi que des textes de niveau 4 et 3 d'Uruk et de Jendad Nasr, qui ont été connus. Plus important encore, ils mettent à disposition de la recherche des textes de la période d'Uruk III tardive et le grand nombre de textes lexicaux fouillés pour la plupart après le volume Attu I de Falkenstein. Ces textes ont permis de faire des progrès dans la compréhension de la période d'Uruk tardive que nous connaissons maintenant. Mais, contrairement au proto-cunéiforme, où les comparaisons ont permis aux assyriologues de, entre guillemets, lire de nombreux textes archaïques et ensuite de les trouver totalement inintéressants, il n'en a pas été de même avec le proto-élamite. Bien que tous les textes aient été publiés rapidement avec une liste de signes de plus en plus longue, ici PDM 31 avec sa liste de signes comptant plus de 5000 signes, les textes ont résisté au déchiffrement. Mais derrière ce manque de progrès, on voit une erreur systémique dans l'étude des systèmes d'écriture. La tentative d'établir la valeur d'un signe dans un système en utilisant la valeur d'un signe graphiquement similaire dans un autre système est vouée à l'échec. Parallèlement aux travaux de Uruk de Berlin, Piero Meriggi s'est lancé en Italie dans l'étude du système d'écriture proto-élamite. Sa publication de 1974 comprend un index des signes, une analyse grapho-tactique de l'utilisation des signes et de nouvelles éditions de presque tous les textes. Elle comportait une tentative peut-être moins réussie d'identifier un syllabaire dans les textes proto-élamites, et l'étude était, dans une certaine mesure, alourdie par une dépendance à l'égard des anciennes éditions de Scheele et de Meckenem, et par l'hypothèse que l'élamite linéaire était une écriture succédant au proto-élamite. Cependant, la liste de signes de Meriggi souffre également d'un grand nombre d'erreurs techniques. La mise en miroir de nombreux signes, des erreurs d'interprétation, l'attribution de traduction latine à certains signes, la traduction incorrecte des notations numériques en chiffres romains. Mais la réduction du nombre de signes en classant de nombreux signes sémantiquement distincts, comme des variantes, sur la seule base de leur forme graphique, est la plus grosse erreur. Néanmoins, elle reste la seule liste publiée utile. Ma propre liste de signes de travail est basée en grande partie sur celle de Meriggi. Mais en fait, la percée dans le déchiffrement du proto-cunéiforme et du proto-élamite n'a pas eu lieu avant les travaux de Johan Friberg, puis ensuite de Peter Demeraux et Bob Englund sur les systèmes numériques des textes archaïques d'Uruk et de Suse. Une compréhension de base de ce qu'étaient les signes numériques et de ce qui ne l'était pas a été immédiatement évidente pour les premiers chercheurs qui travaillaient sur des textes archaïques, tant de Uruk que de Suse, en raison de la similitude avec les signes numériques sumériens ultérieurs. Sachant que les Sumériens utilisaient un système sexagésimal pour leur compta, Falkenstein et d'autres ont bien sûr cherché des preuves que ce système était également utilisé dans les textes archaïques, et ils ont réussi à identifier correctement un système sexagésimal dans les textes. Mais de nombreuses notations n'avaient pas de sens immédiatement quand on essayait de traduire avec des notations sexagésimales. Langdon et d'autres ont rapidement postulé l'existence d'un système décimal dans les textes mésopotamiens archaïques. Et puisqu'un système décimal avait déjà été prouvé dans les textes proto-élamites, en même temps qu'un système sexagésimal, certains chercheurs y ont vu une preuve de l'influence élamite en Mésopotamie. Et d'autres, la preuve que les inventeurs du cunéiforme ne parlaient pas sumérien. Les systèmes que les chercheurs, dont Falkenstein, avaient mal compris, étaient en fait l'un des systèmes numériques les plus fréquemment testés, qu'on appelle le système SE ou de capacité en grains. Falkenstein et d'autres croyaient qu'il y avait une base décimale, alors que les sommations n'avaient pas de sens, on lisait les notes en décimales, et les chercheurs modernes suggèrent que les anciens scribes faisaient des erreurs et que les textes comprenaient des choses non écrites, donnaient des raisons similaires, parfois très élaborées, pour expliquer les divergences. Friberg a pu montrer comment un système de capacité spécifique comparable au système Gur sumérien standard a existé dès le début de l'écriture à Uruk et à Suse, éliminant ainsi la nécessité d'excuser les anciens scribes en disant que c'était de mauvais élèves ou d'inventer des informations manquantes, des lacunes.
Damro et Englund ont poussé plus loin le travail de Friberg en utilisant des textes de la période Uruk III, nouvellement publiés, pour améliorer considérablement notre compréhension des systèmes numériques dans la Mésopotamie ancienne. Fribourg a aussi fait des observations importantes sur les relations entre le proto-cunéiforme et le proto-élamite, en disant que son style, je cite, « La discussion ci-dessus nous conduit à la conclusion provisoire que le système proto-élamite est une copie légèrement améliorée d'un système proto-sumérien plus ancien. » Fin de citation. Les étudiants qui suggèrent que le proto-élamite est plus ancien que le proto-cunéiforme ou qu'il n'est pas lié devraient faire attention à ce commentaire et à d'autres commentaires que l'on retrouve dans la littérature tant allemande qu'anglaise et française. Ainsi, puisque la plupart des textes proto-cunéiformes et proto-élamites étaient administratifs, une compréhension complète des signes et des systèmes numériques a permis aux chercheurs de déchiffrer le contenu d'un grand nombre de textes qui avaient auparavant échappé à toute interprétation détaillée. Ça permet aux chercheurs de comprendre de façon étonnante le fonctionnement d'un État archaïque à travers la compréhension de sa bureaucratie. Entre-temps, une nouvelle découverte de tablettes proto-élamites est faite en Iran, en dehors de Suse et des régions occidentales, dans la province orientale de Kerman, sur le site de Tepe Yahya. 26 tablettes qui ont été travaillées d'abord par Merici, mais ensuite la publication confiée à Peter Damro et Bob Englund qui avaient déjà commencé leurs travaux. Ils publient les textes Yahya en 1989 avec une reconstruction complète des systèmes numériques des textes proto-élamites, tout en fournissant aussi une voie méthodologique claire pour les travaux futurs sur les textes proto-élamites en utilisant les informations du système numérique, la structure du texte, la comparaison avec des textes similaires en Mésopotamie et des méthodes telles que les hiérarchies de marchandises, les rapports entre les unités et ainsi de suite. Mon propre travail a pris 3 directions à ce moment-là. La publication des textes, le nettoyage des données, la production de nouvelles listes de signes et bien sûr aussi, j'ai eu la chance de publier occasionnellement des articles qui permettaient de faire progresser la compréhension des textes proto-élamites. En 2005, j'ai écrit un article concernant l'élevage de moutons et de chèvres, en proposant un déchiffrement des signes pour les moutons et les chèvres et la terminologie connexe, en me basant sur la méthodologie établie par Damro et Englund dans leur publication des textes Yahya. Alors où est-ce que j'en suis? Il y a de nouvelles recherches passionnantes, nouvelles, qui sont possibles, mais il faut d'abord s'assurer qu'on produit des copies exactes de toutes les tablettes existantes et des images de haute qualité. Au cours des 2 dernières décennies, les membres du projet de la bibliothèque numérique cunéiforme, qui succède à bien des égards au projet Berlin-Uruk, ont produit des données de catalogue et de translittération en ligne bien structurées de presque toutes les tablettes proto-élamites existantes. Suite à la conclusion d'un accord avec le Louvre puis le Musée national de Téhéran, nous avons également réussi à produire des images de haute qualité et de presque toutes les tablettes et fragments. On a publié un lot de fragments de tablettes au Louvre avec C.P. Yeganeh, Simin Piran et Yabrael Nokandeh. Je suis en train de publier 100 autres tablettes et fragments conservés au Musée national d'Iran à Téhéran. Sepideh Yeganeh, que j'ai déjà mentionné, entame actuellement un doctorat avec moi pour regrouper les tablettes proto-élamites selon les critères suivants. Signe du propriétaire, signe de l'objet, empreinte de sceau, puis comparer les tablettes de ces groupes avec les informations contenues dans les rapports de fouilles quand ils existent ou les analyses PXRF pour déterminer si les tablettes étaient conservées avec les biens qu'elles enregistraient ou si les tablettes voyageaient et ainsi de suite. Les archéologues et quelques assyriologues suffisamment courageux reprennent ces éléments pour suivre les débats. Les annonces sur le déchiffrement linguistique des écritures anciennes touchent un public beaucoup plus large. Si c'est possible, il faut évidemment que les textes contiennent suffisamment de données linguistiques. Et comme on l'a vu, même Adam Frankenstein doutait que les textes d'Uruk IV, avec leur ordre de signes aléatoires selon lui, et l'absence de signes syllabiques codent beaucoup de langages. Bob Englund pensait que les textes d'Uruk IV et III codaient un langage, pas nécessairement sumérien, tandis que Peter Damro était d'accord avec Frankenstein.
La plupart des sumérologues lisent bien sûr ces textes comme étant sumériens. La situation est différente pour le proto-élamite, parce que la structure linéaire des textes incite les chercheurs à suggérer qu'il s'agit d'un meilleur élément pour le déchiffrement linguistique que le proto-cunéiforme. Les textes proto-cunéiformes sont organisés dans ce que Peter Damrow appelle les hiérarchies visuelles, semblables à des feuilles de calcul. Et Piero Merigi suggère que les textes proto-élamites contiennent un syllabaire imbriqué. Moi aussi, j'ai pensé cette hypothèse avant. L'argument en faveur de l'identification d'un syllabaire dans le proto-élamite est lié à l'identification de chaînes de signes qui représentent des noms de personnes. Voyons donc comment des noms de personnes sont écrits dans d'autres corpus archaïques comparables. C'est l'objet d'étude d'un de mes autres étudiants, Yishan Zi, qui étudie la façon dont les noms étaient écrits dans les textes archaïques, en commençant par les textes d'Ur, puis les textes d'Uruk III, et enfin les tablettes proto-élamiques. Dans les textes archaïques d'Ur, la situation est relativement simple. Les noms de personnes sont écrits avec des signes logographiques, auxquels on ajoute occasionnellement des signes de valeur syllabique utilisés pour désambiguiser les logogrammes en indiquant leur lecture ou en fournissant une terminaison grammaticale. Pour les textes d'Uruk III, les choses sont plus difficiles. Aucun des noms dans les extraits de texte peuvent être alignés avec les noms connus dans le corpus sumérien ultérieur. En plus, on peut tous les expliquer comme une écriture sémasiographique sans nécessité de valeur syllabique. On ne trouve aucun nom sumérien certain dans les textes d'Uruk tardif. Enlil de Ti, très débattu depuis la découverte des textes de Jemdat Ras, pourrait bien être plus probablement un titre du surveillant de l'armurerie, une écriture du nom de la ville de Nippur ou un nom sumérien qui veut dire quelque chose comme Enlil et la vie. Si on passe au corpus proto-élamique, avec son style d'écriture linéaire, on suggère souvent que c'est mieux adapté comme une véritable écriture des textes d'Uruk tardif. On trouve des chaînes de signes répétées dans tout le corpus, composées d'un sous-ensemble de signaires avec des positions qui pourraient être suggérées pour représenter des noms de personnes. Ces noms se trouvent principalement dans nos longues chaînes de textes proto-élamites tardifs ou très tardifs, où la position minimale que nous pouvons adopter est que ces chaînes décrivent l'objet, l'origine ou la destination de l'objet dans chaque entrée. On peut ajouter à cela que le nombre de signes de ce sous-ensemble de l'inventaire et les modèles de répétition de ces signes peuvent correspondre à un certain syllabaire dans d'autres corpus ultérieurs. Mais le nombre de signes et les schémas de répétition m'ont fait penser, comme à d'autres, que ce sous-ensemble de signes représente un syllabaire qui pourrait être comparé facilement à des systèmes de symboles non linguistiques tels que les Kangas d'Asie centrale ou les symboles pictes. Tous les systèmes d'écriture ont une syntaxe, mais c'est aussi le cas de certains systèmes de symboles non linguistiques. En fait, il y a plusieurs bons arguments contre l'existence d'un syllabaire dans le proto-élamite. Et pour argumenter de l'existence de noms de personnes écrits syllabiquement dans le proto-élamite, je reviens à un article que j'ai écrit il y a 4 ans avec mes anciennes étudiantes, Kate Kelly et Laura Hodkins. Dans ce texte, on discute d'un groupe de textes qui sans doute énumère des humains. Ici, à l'écran, on voit comment le texte énumère des groupes de travaux en petites unités. Chaque unité est composée d'un petit nombre de travailleurs, hommes, femmes et enfants. Mais aucun de ces travailleurs n'est identifié par des chaînes de signes complexes ou du supposé syllabaire. Seule l'inscription qu'on peut désigner comme contremaître est identifiée par une chaîne de signes plus longue. Ça peut être un contremaître ou autre chose, mais il n'y a aucun moyen de prouver que ce contremaître est identifié par son nom, écrit syllabiquement, et non pas par une chaîne de symboles non linguistiques qui signifie son affiliation. On ne peut pas être certain que cette longue chaîne de signes non numériques comprend des noms de personnes et on ne peut pas non plus l'exclure. Une telle conclusion peut sembler décevante pour certains, mais je pense qu'il est important d'être toujours sincère quant aux données et ce qu'elles peuvent nous dire. Les fonds sont importants, les notes de bas de page aussi, les recherches sur ce fascinant système d'écriture
se poursuivent. Les tablettes nous fournissent de nombreuses informations intéressantes sur la vie quotidienne des habitants d'Iran antique sans malheureusement s'exprimer directement. Merci.